Ah voilà, nous y voilà. C'est une merveilleuse librairie à laquelle je me rends lors de chacun de mes séjours parisiens. La librairie L'Amour du Noir, 11 rue du Cardinal Lemoine, chez Olivier Ancel. Et là, je vous y emmène pour faire quelques découvertes. Bonjour Olivier, comment vas-tu depuis le temps? Bonjour, voilà, c'est toujours un plaisir de venir chez toi parce qu'on découvre dans ta librairie et parmi les milliers d'ouvrages que tu possèdes, des trésors, des incunables, des raretés, comment on pourrait qualifier cela autrement. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais m'intéresser au rayon série noire parce que tu en as quasiment l'intégralité et pour notamment effectuer quelques recherches et parler de quelqu'un qui a été scénariste, qui a été réalisateur, qui a été également romancier, et c'est par cela qu'il a débuté. Il s'agit, et je regarde si tu en as un, ce serait miraculeux, et ben voilà, José Giovanni, Le Trou. Et évidemment, c'est son premier roman en plus, en 1957. Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie, la mienne. Ça s'est passé en 1947, à la prison de la Santé. Parler de ce roman, Le Trou, de José Giovanni, c'est aussi parler, puisqu'il est autobiographique, du passé trouble de son auteur. Alors, pourquoi passé trouble? Parce que sous l'occupation, le jeune José Giovanni a participé à des affaires d'extorsion de fonds, notamment sur des personnes qui refusaient de participer ou d'aller en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire, du fameux STO, ou bien d'arrestation avec la milice ou une partie de la police allemande, ou des affaires de vol, voire, pour quelques cas, des homicides auxquels il aurait participé, d'accord, en étant plus ou moins acteur ou témoin. Donc, des articles, notamment dans la revue Temps Noir, et puis, voici 2 ans, un ouvrage sur ce passé de José Giovanni, ont contribué à ce que ces affaires refassent surface afin de mieux connaître une partie de la vie et de la biographie de cet auteur. Et donc, à la Libération, José Giovanni, le jeune José Giovanni, est condamné. Il est incarcéré dès 1946-47 et il est en 1948 pour toutes ces affaires condamné à mort. Mais grâce à la participation de son père, qui a défendu becs et ongles José, et aussi grâce à la participation également inébranlable, indéfectible de son avocat Stéphane Eke, eh bien, José Giovanni verra sa peine de mort, de condamnation à mort, commuée en 20 ans de prison. Et vous avez aussi un autre texte dont là je parle puisque je l'ai retrouvé aussi ici, qui évoque cette histoire. Il avait dans le cœur des jardins introuvables, jolie métaphore, et qui parle de cette période pendant laquelle le père, plus précisément, fait tout ce qu'il peut pour obtenir déjà la grâce et ensuite une libération anticipée. Alors cette libération, pour José Giovanni, arrive au bout de 11 ans. Il sort donc de la prison de la Santé en 1957 et sous les conseils de son avocat Stéphane Eke, que décide-t-il de faire? Eh bien, il décide de continuer d'écrire, parce qu'il avait déjà écrit quelques petits textes en prison, notamment un texte qui allait paraître dans un ouvrage collectif contre la condamnation à mort, et à laquelle a collaboré notamment Jean Cocteau.
Voilà. Jean Cocteau, que José Giovanni va ensuite revoir, et Jean Cocteau qui ne va pas tarir d'éloges pour les premiers romans, d'ailleurs, de Giovanni. Alors, donc le Trou, c'est également autobiographique. Pourquoi ? Parce que le Trou raconte finalement la tentative infructueuse d'évasion en 1947 de José Giovanni et de ses compagnons de cellule dans la prison de la Santé. Et donc, il relate ici cette évasion en la resituant dans l'année et dans les locaux même de cette prison de la Santé, avec par exemple le fait que sous le personnage, ou via le personnage d'un Manu Borelli, il fait connaissance, ce personnage, eh bien, en entrant dans la 6e cellule de la division 11 de la prison de la Santé, de plusieurs personnes qui deviendront ses compagnons à la fois d'emprisonnement, ses compagnons de cellule, et qui vont petit à petit lui confier qu'il effectue quelque chose d'assez risqué, c'est-à-dire une évasion. Nous, on va s'évader, mon vieux. D'ici? D'ici même. Ça, en gros, c'est le plan du sous-sol de la prison. Ouais. Dans cette cellule, plusieurs personnages, dirais-je. Tout d'abord, Roland Darban, qui sera en quelque sorte le chef de la mise à bonne exécution de l'évasion. Ensuite, vous avez un personnage qui va vite disparaître du roman récit et de la cellule. Il s'agit d'un certain Jarinck qui vient de la Mouffe, de la rue Mouffetard, et qui est un intéressable bavard. Et Manu Borelli, au bout de quelques instants, en a suffisamment assez de l'entendre. Il ne lui répond même plus, parce que c'est écrit, et en substance, c'est écrit ainsi dans le roman. C'est que finalement, à un moment, il va bien s'arrêter de parler, parce que je ne lui réponds pas. Voilà. Et vous avez aussi un certain monsieur Villeman, un jeune homme blond, comme ça, qui a des manières très distinguées, très polies. Vous avez aussi monsieur Vaucelin, appelé Monseigneur. Pourquoi ? Parce que dans sa famille, vous avez un oncle qui est un grand prélat du clergé de France. Vous avez aussi Géo, qui est un homme qui a été blessé lors d'une précédente tentative d'évasion à la jambe. Et en fait, Géo, au début du roman, c'est quelqu'un qui est toujours allongé, qui est tout le temps en train de dormir. Et même là, lorsqu'il y a les présentations, Manu Borelli, le protagoniste, le voit à peine, et Géo fait comme ça, il lui serre la main sans trop le regarder. Voilà. Et ça, d'ailleurs, ce sera très très bien rendu par Michel Constantin, qui incarnera le fameux Géo dans le film de Becker, dont nous allons parler dans quelques instants. Alors, c'est un roman qui a beaucoup de qualités. Et d'ailleurs, l'ami de Stéphane Ecké, l'avocat de José Giovanni, ne s'est pas trompé, il s'agit de monsieur Roger Nimier. Et oui, Roger Nimier, chez Gallimard, qui va immédiatement publier le roman dans une collection qui s'appelait L'Air du Temps, et ceci à la grande déception et colère d'un certain monsieur que tout le monde connaît, amateur de séries noires que nous sommes tous, Marcel Duhamel, parce que Marcel Duhamel voulait immédiatement aussi publier José Giovanni dans la série noire, que nous avons derrière nous ici dans cette librairie. Et donc, il va même proposer un contrat à José Giovanni pour qu'il écrive plusieurs romans, notamment L'excommunié, notamment aussi, et Hugo vous en a parlé sur cette même chaîne, Classe to Risque, voilà, que Claude Sauté va adapter quasiment immédiatement. Alors, le roman, le contenu du roman, les qualités. Alors les qualités, une qualité de narration. Ce que j'aime parfois dans une œuvre littéraire, c'est l'aspect réaliste et aussi l'aspect vécu des personnages. Et ici, on ne peut pas dire le contraire. José Giovanni nous raconte quelque chose qu'il a vécu directement, la prison,
la tentative d'évasion en 1947. Vous avez cette vie carcérale qui est rendue, et c'était pas une vie carcérale, j'allais dire très gaie à l'époque. Pourquoi les conditions, des conditions sanitaires, les conditions de nourriture également, une douche toutes les 3 semaines et encore une douche rapide, ce qui fait qu'on gardait, dans le roman il est indiqué, on gardait notre crasse propre, des conditions aussi parfois humaines très difficiles, il fallait bien s'entendre avec les compagnons de cellule, surtout lorsqu'il y a une tentative d'évasion, et ne pas, j'allais dire, être victime d'une indélicatesse ou de quelqu'un qui soit une balance auprès du directeur de la prison ou auprès d'un des gardiens. Et aussi le fait que il y ait parfois cet ennui dans une cellule, la cellule numéro 6 de la 11e division notamment, cet ennui et ces attentes de grâce, ces attentes de voir aussi des proches, les parents, les compagnes, la femme qu'on aime et dont on rêve, dont on aimerait avoir la présence, sinon physique, du moins vocale. Vous avez ça. Et puis vous avez aussi le fait qu'il y a cette description des journées qui se déroulent ainsi, avec leur rituel, avec les gardiens, pour certains humains, d'autres beaucoup moins. Il y a notamment un gardien qui est surnommé Bouboule, et dont le personnage va réapparaître aussi non seulement dans le roman, mais aussi dans le film de Becker. Et puis le directeur de la prison, dont il faut se méfier, parce qu'il est comme ça très matois, il vous parle parfois de manière très paternaliste, et il essaie de vous tirer des vers du nez par rapport à certains secrets qui pourraient se passer dans la cellule. Alors, et puis aussi les préparatifs, comment obtenir un burin, comment obtenir certains outils en démontant, par exemple, le lit métallique qui est accroché au mur, comment faire passer pour les compagnons d'une cellule, de la cellule 4 vers la cellule 8, avec un yo-yo, ou avec des fils d'infortune, des fils de fortune, des objets pour tel ou tel, ou des messages pour tel ou tel voisin de cellule. Et puis donc les préparatifs qui commencent par du carton, par une pile de carton. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait à l'époque faire travailler les prisonniers, et les prisonniers pouvaient le demander par rapport à parce qu'ils espéraient une remise de peine pour bonne conduite, parce qu'ils prouvaient qu'ils voulaient faire du travail manuel, ou pour s'occuper. On leur confie une pile énorme de cartons dont il faut découper les bords et qu'il faut remodeler, constituer pour que ce soit des cartons d'emballage qui sont définitivement faits, d'accord, définitivement façonnés. Et donc toute la journée, c'est ça, c'est les cartons, voilà. Mais ensuite, les cartons, et certains d'entre eux vont servir pour modeler des personnages pendant la nuit, avec des bouts de ficelle, et pour faire s'actionner ces morceaux de carton dans les couvertures et les lits de fortune de ces prisonniers, et pour donner un aspect solide, j'allais dire physique, sinon humain, à ceux qui sont en train de creuser le trou. Parce que le trou, c'est quoi le titre ? Le trou, ça signifie à prison. Voilà. Pour ceux qui ont fait leur service militaire, ils connaissent ça aussi. Bon, voilà, tu t'es mal conduit, t'auras 5 jours de trou, ou 8 jours de trou, ou 40 jours de trou. Voilà. Pour ceux qui ont connu le service militaire, ils savent de quoi je parle. Et le trou, c'est aussi le trou qui va être fait pour sortir de cette prison en passant par les souterrains, les égouts de Paris. Et donc, vous avez donc le premier trou, en quelque sorte celui de la cellule, qui est caché par la pile de carton et les lattes de plancher. Et donc chaque soir,
après avoir pendant quelques instants fait le plus difficile, c'est-à-dire faire ce premier trou, creuser ce premier trou en faisant beaucoup de bruit le jour. Et d'ailleurs, ici, le chef, là, Roland, c'est son prénom, dit, lorsque ses compagnons de cellule s'inquiètent de cela, non, non, on fait du bruit, c'est normal, la journée dans une prison, il y a toujours du bruit, donc les gardiens vont pas s'inquiéter. Voilà. Et donc, voilà, à tour de rôle, sauf pour l'un d'entre eux, il creuse le trou, Manu Borelli participe activement, évidemment, et que va-t-il se passer? Eh bien, une fois ce trou creusé, ensuite, ce sera l'exploration. Et là aussi, merveille de ce roman à caractère autobiographique, c'est l'exploration après le trou, dans le souterrain de la prison de la Santé, pour parvenir, après avoir creusé d'autres trous, dans les égouts de Paris. Et de pouvoir soulever une plaque et de voir un petit peu Paris la nuit, hein, à la fin ou quasiment à la fin du roman, à la fin de cet ouvrage. Alors, ceci nous est conté avec force détails techniques, mais pas lassants, avec aussi, c'est aussi un roman où il y a des péripéties. Un roman d'évasion sans péripéties ne serait pas une véritable œuvre sur l'évasion, mais c'est pas seulement qu'une œuvre sur cette évasion, c'est aussi une œuvre sur quelque chose que j'appellerais l'esprit de groupe, un esprit collectif. D'autant plus que Roland Darban, et Giovanni a gardé le vrai nom de celui qui fut l'initiateur de cette évasion, Roland Darban a été résistant, sous l'appellation, le pseudonyme de Jean Kéraudy. Et il a tout d'abord volé des bons des tickets de rationnement, à la fois pour lui-même et ses proches, et ensuite pour aider la résistance. Mais il a aussi commis d'autres actions qui, à la Libération, ont constitué les chefs d'accusation le menant à la prison. Et puis il y a aussi, comment dirais-je, les personnages secondaires dans ce roman, et par exemple le juge d'instruction, l'avocat qui est très effacé, parfois comment dirais-je, le fait d'être convoqué au palais, hein. Toi là-bas, le personnage qui est convoqué au palais, par exemple Manu Borelli, on l'appelle le palais ce jour-là. Tiens, le palais, viens. Le palais, tu veux une soupe? Voilà. Et il dit non, je mange pas ça parce que la soupe, c'est la soupe de la veille, elle a un affreux goût métallique. Voilà, il y a ce rendu là aussi. Et chaque personnage de cette cellule a droit, dans ce roman, équitablement, à une description non seulement donc physique, une description psychologique, mais pas trop, et son importance dans l'économie générale du texte, et puis son importance dans ce que j'appellerais l'évasion. Voilà. Et donc, je vous laisse découvrir ce roman de José Giovanni, qui est écrit avec un côté réaliste, mais qui aussi est écrit parfois avec ce côté, comment dirais-je, très américain, behavioriste. Et là, on est plus proche d'un Hemingway que d'un Louis-Ferdinand Céline, parce que beaucoup d'œuvres de la série noire à l'époque utilisaient l'argot et en fait s'inspiraient des romans de Louis-Ferdinand Céline, voilà, dans leur manière, voilà, et une écriture parfois qui est très métaphorique, hein, très poétique également, notamment avec la description de certains endroits. Maintenant, après avoir parlé du roman, nous allons en venir au film, magnifique film, le dernier, et on pourrait dire le Chant du cygne, assez étonnant, de Jacques Becker. Donc le trou de Jacques Becker. Alors, le film
le film ici de Jacques Becker, eh bien, est une adaptation qui a été voulue par Jacques Becker. Il faut le savoir, parce que Jacques Becker, depuis 1954, là, au moment où il veut réaliser et adapter Le Trou, il en a 52-53. Jacques Becker, donc, qui a déjà une dizaine de films à son actif, depuis 1954, ne tourne plus que des films de commande. Bon, il y a une réussite, c'est Touchez pas au Grisby, qui a relancé notamment la carrière de Gamin, qui a fait découvrir aussi Lino Ventura, hein, c'est son premier film, hein, Lino, et aussi avec des acteurs de qualité qu'on voyait souvent à l'époque, tels que Paul Francoeur. Paul Francoeur, un grand acteur de composition. Outre cela, il a tourné aussi la même année Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel, un Ali Baba qui a l'accent de Fernandel, et même les méchants ont un accent de Provence, et notamment César m'ouvre-toi, voilà. Une assez belle comédie, mais bon, un film, quand on sait que Jacques Becker avait réalisé Antoinette, rue de l'Estrapade, c'est une rue qui ne se trouve pas très très loin d'ailleurs, la rue de l'Estrapade, avec Louis Jourdan notamment, et Daniel Gélin, et d'autres films, eh bien, on voit que ça n'est pas vraiment du Jacques Becker. Même si pour Ali Baba et les 40 voleurs, je cite ceci à titre anecdotique, François Truffaut défendra ce film becs et ongles via l'idée de la politique de l'auteur. Voilà, hein, la fameuse théorie de la politique des auteurs, et que même un Becker qui n'est pas bon, c'est quand même un bon Becker. Voilà. Écrit-il en substance. Et puis il va réaliser aussi d'autres films, notamment Montparnasse 19, Montparnasse 19, autrement appelé les Amants de Montparnasse, avec Gérard Philippe. Mais les rapports avec Gérard Philippe sur le tournage ne seront pas Zobofix, voilà, un autre film avec Lino Ventura, également dans un rôle sombre de marchand d'art qui va profiter de la faiblesse psychologique et physique aussi de Modigliani, puisque Gérard Philippe incarne cet artiste, pour s'emparer de toutes ces toiles à l'approche de sa triste fin. Donc c'est un Becker qui est un réalisateur désormais de films de commande qui ont plus ou moins de succès. Bon voilà, le Montparnasse 19, ça n'a pas été un grand succès, et il décide, avec l'appui d'un producteur qui est Serge Silberman, qu'on retrouvera du côté de Buñuel de mémoire, d'adapter ce roman, d'adapter cet ouvrage, parce qu'il y trouve de nombreux thèmes qui lui conviennent, notamment celui de l'esprit de groupe. Il faut savoir que, ayant travaillé avant-guerre avec Renoir, notamment pour certains de ses films, il avait, notamment pour La Grande Illusion d'ailleurs, et on ne peut que penser pour certains personnages ou certaines scènes à La Grande Illusion pour ce film, Le Trou. Et aussi pour ce thème de la volonté de résister à l'oppression, sur le thème aussi de la trahison, sur le thème aussi de l'esprit de groupe, comme j'ai parlé, et aussi par cette volonté de faire un film qui soit un film complètement opposé à ce qu'il a fait avant, un film épuré, un film sec, un film qui ne soit pas trop coûteux, un film parfois avec des acteurs qu'on n'a pas vus ou voire des non professionnels, eh bien il décide de tourner ce film. Il fait donc appel à José Giovanni et lui demande une adaptation aux côtés de Jean Aurel. Jean Aurel, qui va travailler ensuite avec Truffaut, qui sera réalisateur également dans les années 60-70. Alors, le choix des lieux. On ne peut pas tourner dans la prison de la Santé, il faut des autorisations, donc voilà. Ça va être tourné
dans 2 lieux différents, 3 lieux, parce que il va retourner des scènes, Becker. Donc Jacques Becker va choisir tout d'abord le fort d'Ivry pour tourner à la fois des scènes de cellules, mais aussi et surtout des scènes souterraines. Voilà, surtout les scènes souterraines. Pour reconstituer la division 11 et certaines scènes de prison identiques à la prison de la Santé, les studios de Boulogne-Billancourt, évidemment, le grand classique, et parce qu'il n'était pas satisfait, pourtant il était très malade à l'époque, il souffrait de graves problèmes hépatiques notamment, il était de plus en plus affaibli par ses problèmes de santé, eh bien, sur les conseils de Melville, il décide aussi de tourner dans les fameux studios que Melville avait confectionnés à l'époque, du côté de la rue Génère. Modification des personnages aussi, parce que celui qui incarnera le personnage qui rentre et qui a des manières efféminées et qui va donc remplacer Villeman, le Villeman originel du roman, c'est un Gaspard. Voilà, son prénom c'est Gaspard. Et Gaspard est incarné par un acteur qui est débutant à l'époque, mais qui continuera chez Jacques Demy notamment, dans plusieurs Jacques Demy, notamment dans Les Parapluies de Cherbourg. Il s'agit de Marc Michel. Voilà. Et c'est ce Gaspard, ce personnage de Gaspard dans l'adaptation. Giovanni au début va un peu renacler, hein, parce qu'il voulait lui une adaptation littéraire et littérale de son ouvrage. On ne peut que j'allais dire qu'être d'accord avec lui ou partager son avis, hein, voilà. C'est quand même sa création. Et donc, il va quand même accepter. Et donc, ce personnage qui n'existe pas dans le roman, eh bien, ce sera le Villeman du roman qui sera transformé en Gaspard. Voilà. Celui qui rentre dans la cellule, le petit nouveau. On a également donc le fameux Roland Darban, le vrai, qui d'ailleurs, c'est la première scène du film, va en quelque sorte donner un aspect d'authenticité à ce qui va être filmé et raconté après, et décrit après. Il s'agit de Roland Darban qui est en train de travailler comme mécano à l'extérieur de Paris sur des voitures, et donc il l'authentifie et il dit oui, j'ai participé à cette tentative d'évasion à la prison de la Santé en 1947. Voilà. Et son nom d'acteur, il va le choisir de quelle manière? Eh bien, il va choisir plutôt son nom de la résistance, Jean Kéraudy. Il apparaît Jean Kéraudy, Roland Darban. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a demandé, étant devenu un ami de Becker, il a demandé à ce que ce soit son pseudonyme de résistant qui apparaisse à l'écran, dans le générique. Voilà, c'est quelque chose. Cellule numéro 7. Pauvre Gaspard. Et parmi les autres acteurs que nous avons, Géo, c'est Michel Constantin. Alors, Michel Constantin, qui était quasiment inconnu à l'époque, hein. Alors il a été recruté par le fils, par Jean Becker, parce qu'il faisait partie de son équipe de volley. Et il faut savoir que Michel Constantin était un champion de France de volley à partir des années 50, hein, en 54 notamment. Et donc, il est choisi, et Michel Constantin, dès sa première grande apparition à l'écran, est merveilleux. Voilà. En quelques mots, en quelques lignes, et voilà, rien qu'avec son physique, rien qu'avec des gestes, il est vraiment formidable. Il nous fait passer par plusieurs émotions. Dans le rôle de Manu Borelli, puisque le Manu Borelli, il est repris, mais c'est le personnage qui est déjà dans la cellule, et là il n'est plus brun, il est blond. Cette fois-ci, c'est Philippe Leroy-Beaulieu,
qui était un jeune acteur aussi à l'époque, Philippe Leroy, qui tournera dans plusieurs films et séries en France, mais aussi dans les gialli italiens, et une carrière à redécouvrir. Et puis vous avez Monsieur Meunier, Meunier qui était déjà connu, qui travaillait aussi à l'ORTF d'ailleurs, dans l'assistanat de réalisation, etc., mais qui était aussi acteur et qui incarne Monseigneur. Et d'ailleurs, c'est une figure, un second rôle qui avait démarré une carrière en 49, mais comme troisième couteau. Et ce film va lui permettre aussi d'être un peu plus reconnu à l'écran. Et il va tourner dans beaucoup de Lautner, notamment dans Les Monocles. Vous voyez, voilà, donc c'était aussi une belle découverte. Et donc, nous avons fait le tour des acteurs. Alors, le film est une adaptation assez fidèle, bien sûr, du roman, l'aspect réaliste, la vie quotidienne en prison, les parloirs, notamment lorsque, comment dirais-je, Marc Michel, qui est Manu Borelli, le personnage de Manu Borelli, va au parloir pour retrouver la femme qu'il aime véritablement et qui n'est pas son épouse, mais la sœur de son épouse, lorsqu'il voit aussi sa sœur, je crois que c'est Catherine Spaak d'ailleurs, qui incarne ce personnage de la sœur, qui est une toute jeune actrice à l'époque, une débutante, Catherine Spaak, avant de tourner les films avec la Tuada en Italie, évidemment. Et puis, vous avez la manière de filmer de Jacques Becker qui est assez étonnante et très moderne pour l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est un film sans musique déjà. C'est un film sans musique. C'est un film en noir et blanc, et là, un noir et blanc qui convient très bien à la situation. C'est un film, donc dirais-je, qui est un film collectif. On voit que chaque personnage et chaque acteur a son importance dans l'évasion, d'accord, dans la vie, dans cette vie en communauté, grand thème de Becker, la vie en communauté, dans l'évasion, le thème de la trahison également chez Becker qui est évidemment important, et ce fait aussi que, je disais tout à l'heure, on peut penser, toute proportion gardée, parce que bon, je ne veux pas recevoir une volée de bois vert ou me faire emprisonner à la santé pour mes propos, on ne peut que penser au fait que il ait voulu rendre hommage à Renoir, et surtout au Renoir de la grande illusion, notamment, et au Renoir de ces films collectifs tournés notamment avec Jean-Paul Le Chanois dans les années 36-38 pour le PCF à l'époque, et auquel Becker contribua. Dites donc, après le travail, vous passerez à mon bureau, hein? Il faut que le personnel puisse comprendre et s'adapter. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il me veut que je suis trop vieux. Vous avez aussi une attention qui est sur le côté artisanal de cette évasion. Les mains sont souvent filmées, les outils, les sons, une importance des sons. Voilà, il y a un excellent travail sur le son à l'époque, absence de musique, je l'ai déjà dit et souligné, donc pas de dramatisation, voilà. Le film, parfois, est comme une épure, une abstraction, car nous n'avons pas, vous savez, comme à l'époque, et ces dialogues à la Audiard, sans vouloir médire de ces films, mais il fait quelque chose de complètement différent, voire moderne, voire en avance sur son temps, et toute proportion gardée également, peut-être a-t-il créé le film d'évasion parfait, un film d'évasion parfait. Et oui, un film d'évasion où nous assistons aux préparatifs, nous assistons également au perçage des différents trous, notamment celui en béton, la constitution d'outils, parfois de fortune, comme dans le roman, la constitution d'un sablier
pour qu'on puisse mesurer le temps, puisque tout ceci se passe entre 22h et 5h du matin environ, hein. Et la constitution des faux corps, des prisonniers endormis dans la cellule 6, avec des morceaux de carton, des ficelles, et puis quand le gardien vous appelle par votre nom, c'est celui qui dort à côté qui actionne le pied en carton pour ou le bras pour donner un semblant de vie à ces pantins de carton, et aussi avec des scènes dans les souterrains qui relèvent d'une certaine forme de poésie. Notamment, on peut penser aussi à Jean Valjean, aux Misérables, Jean Valjean, voilà, avec Jean Valjean qui transporte Marius après les journées de 1832 dans les égouts de Paris. Et aussi au fait qu'on découvre non seulement les souterrains physiques, moraux, psychologiques de ces personnages, on découvre le souterrain de la prison de la Santé, et notamment ces gardiens qui font des rondes, et un gardien incarné par Paul Prébois, qui chaque nuit donne une mouche à manger à une araignée. Elle était superbe. Ah oui? Tiens. Merci. Le bonhomme, un jour, il nous a surpris. Tu parles d'une tuile. Tu passes bien. J'ai cru qu'on allait se battre, et puis ça y est, me passé du tout. Il a fait demi-tour et il nous a laissés. Et après? Ben après, j'ai revu la poule 2 ou 3 fois par la suite. Après ça, j'ai été nommé à Paris, alors je l'ai plus revu forcément. Et puis, vous avez aussi le soutien, l'entraide, parce qu'à un moment dans le film, il y a une partie du souterrain qui s'effondre sous Michel Constantin, et c'est Roland qui, donc Géo, hein, voilà, et c'est Roland qui le secourt, et on voit une main, les deux mains, l'une qui demande de l'aide, l'autre qui demande beaucoup de force pour extirper celui qui est emprisonné dans cet amas de pierres et de béton. Vous avez ça aussi, ce sont des scènes qui sont tournées miraculeusement. Ce film dont nous avons désormais, puisqu'il a été amputé après l'insuccès des premières projections en 1960, eh bien, et a été amputé de plusieurs minutes, un film dont ici nous avons un montage le plus complet possible d'environ 132 minutes, donc 2h12. Mais 2h12 qui passent très rapidement. Pourtant, ça n'est pas un film d'action tel qu'on peut l'entendre désormais. C'est un film qui est plutôt, comme je disais tout à l'heure, un film assez austère parfois, mais Jacques Becker, assisté par son fils Jean d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu hésité sur les prénoms. Jean Becker a assisté son père dans tous les sens du terme. Elle disait parfois, Jean Becker, il fallait, son père qui était déjà très malade à l'époque, il fallait parfois le sortir du fort d'Ivry parce qu'il n'en pouvait plus et il voulait encore tourner. Hein, d'accord, c'est un film testament. Hein, il faut le voir aussi comme ça. Et à l'époque, évidemment, par rapport à ce film, il a été défendu par les cahiers du cinéma, par Truffaut et par les gens de la Nouvelle Vague. Et donc, que dire? Assisté par Marguerite Renoir pour le montage, et oui, et son fils Jean Becker pour le tournage. Eh bien, il faut savoir que Jean Becker ne verra pas les premières projections, puisqu'il va mourir entre la fin du montage et les premières projections. Et pour lui, c'est un film auquel il tenait beaucoup et dont il n'a pas vu, j'allais dire, les projections. Et c'est un film qui, dans la filmographie de Becker, est à la fois à part, mais qui rentre dans les thématiques, et qui permet à Becker, finalement, en fin de vie et de carrière, de redorer son blason par rapport au film de commande, puisqu'il avait fait aussi en 1956 un Arsène Lupin avec Robert Lamoureux, qui a été décrié à l'époque
et assez fortement, voilà, les puristes de Maurice Leblanc sauront pourquoi. Et puis, bon, voilà, après Fernandel, Robert Lamoureux, voilà. Donc Becker voulait sortir de scène et avec les honneurs, et je pense que c'est là plus qu'avec les honneurs. Donc Le Trou, que je vous incite et invite fortement tout d'abord à lire. Voilà, on peut encore le trouver. Demandez ici à Olivier, par exemple, le brave tenancier de cette échoppe miraculeuse et merveilleuse, de vous le retrouver, et il le fera assez rapidement. Et également, d'occasion, parce que je ne sais pas s'il est encore vendu de première main, mais d'occasion, ce merveilleux écrin, Le Trou, le film, avec dedans également un très très beau dossier, avec une partie du script, avec des entretiens avec Monsieur Donneol-Valcroze à l'époque, autour de ce film et de la carrière de Becker, autour de certains autres réalisateurs en parallèle, parce qu'on avait trouvé au Trou un aspect parfois bressonien, aussi avec Le Condamné à mort s'est échappé de mémoire, voilà, et aussi avec La Nouvelle Vague, À bout de souffle, par exemple. C'était considéré comme un film de La Nouvelle Vague ou pas du tout? Il a été adopté. Il a été adopté par les gens des cahiers du cinéma. Mais adopté, est-ce que c'est véritablement considéré? Là est la question. Mais comme il y a eu beaucoup de choses autour de Becker dans les cahiers du cinéma à sa mort, il y a certainement une filiation des gens de La Nouvelle Vague par rapport à Jacques Becker. Mais Truffaut, déjà dans les années 50, donc il était apparenté comme l'un des modèles de La Nouvelle Vague, c'est sûr. On peut le dire comme ça.